Bonsoir YouTube, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Chess Me. Alors ce soir c'est une soirée un peu spéciale parce que nous sommes une bande de copains en fait qui nous sommes rencontrés sur YouTube. Euh, et euh, et on participe tous aux League Chess 45-45 et autres Lone Wolf. Et on voulait en fait créer une équipe Chess Me dans ces compétitions, mais ça n'a pas été possible parce qu'il y a une sorte de nivellement des équipes par le niveau et la force. Et donc, au final, on est juste resté un groupe sur Slack. Alors, pour ceux qui font ces compétitions, vous connaissez Slack. Pour l'instant, on n'est que 6 et on a décidé de s'amuser. Et si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. L'idée, c'est. On est tous un petit peu connectés grâce à ChessMe, on va dire, la chaîne YouTube. Et évidemment, notre passion pour les échecs. Et on a commencé à faire notre premier tournoi toute ronde, qui commence très très bientôt. Enfin, pardon, qui a commencé la semaine dernière et dont la deuxième ronde va avoir lieu ce soir. Alors, en fait, c'est une fois par, enfin pas par semaine d'ailleurs, on fait des rondes quand on a le temps. Je vais la faire simple. On fait une compétition toute ronde entre nous. On est 6 pour l'instant. La première ronde a eu lieu et on fait du 15-15. Donc c'est assez rapide. Et pour l'instant, donc la première ronde a eu lieu et la deuxième a été jouée en partie. Et ce soir, donc, c'est très spécial puisque on a deux parties, les deux dernières parties, puisqu'il y a trois parties à chaque fois, on est 6, les deux dernières parties qui se jouent en même temps à 21h, c'est-à-dire dans 3 minutes, sur l'e-chess. Donc ce tournoi, ben voilà, la grille américaine pour l'instant est toute petite. Donc il y a participants i7nuke, Citro Sauvage, moi-même, Band of Brothers, Saxton 47 et Kilderis. Voilà, ces gens ont des vrais noms aussi, mais bon, on va les appeler euh, leur pseudo. Et eh bien, une partie a commencé. On va la faire commencer ici. C'est celle de Citron Sauvage. Alors ça, c'est intéressant puisque Citron Sauvage, voilà, on va partir ici. Il joue contre Saxton 47. Et alors, Saxton a perdu sa première ronde. Voilà, Citron Sauvage a gagné. Donc, Citron Sauvage, lui, joue pour essayer de conserver la tête. Et on a aussi la deuxième ronde qui est entre i7 Nuke, ou Nuke, je ne sais pas comment on dit, et Kilderis, aussi pour la première place. Donc on a deux joueurs en quelque sorte à i7 qui vient d'arriver, donc ça va bientôt jouer. Donc là ça se met en place, ils doivent s'envoyer des politesses, bonjour, comment vas-tu, tu crois qu'on peut démarrer, etc. D'ailleurs je pourrais peut-être essayer de voir un petit peu le blabla, voilà, en déplaçant ça comme ça par exemple. Et c'est parti, et ce sera une Scandinave. Alors Saxton se fait bousculer d'entrée de jeu. Voilà. Est-ce que l'autre partie a commencé sur l'autre échiquier? Non, pas vraiment. Il faut que j'arrive à organiser les deux fenêtres pour y voir clair. On va faire comme ça peut-être. On va attendre que la deuxième partie démarre ici. Euh, ok, on attend que la deuxième partie démarre. Alors par contre, bon bah c'est dommage aussi, là on voit pas tous les coups. Alors je sais pas si je dois vous mettre de la pub, des coupures pub, de la musique, ça c'est pas très très clair. Euh, on va regarder ce qui se passe. Donc citron sauvage. Ah oui, alors vous voyez pas les hello non plus. Il faut peut-être quand même que je réduise la taille de l'écran. Forme de l'échiquier peut-être. Hop, et là, en tout petit. Le plus petit possible. Et on va réduire la fenêtre aussi. Je suis désolé, hein, voilà, c'est une première. Salon des spectateurs, bah, je suis tout seul, donc peu importe ce que je raconte. Voilà. Ah oui, mais on perd la fenêtre, d'accord, c'est proportionnel quoi, en quelque sorte. Ici. Et pour la seconde, bah, on fera la même chose. On réduira l'échiquier. Voilà. Et on réduira aussi la fenêtre à peu près à la même taille. Logiquement, on devrait obtenir le même résultat. Ce faisant, donc j'ai un peu de temps encore apparemment, puisque la deuxième partie n'a pas commencé. Un peu de temps pour vous parler du tournoi justement, donc la Cross Table. Donc je suis le seul pour l'instant à avoir fait deux parties. Je me suis fait massacrer par i7 Nut qui caracole en tête donc à la première ronde, en seulement 24 coups, je suis tombé à la pendule, c'est du 15-15.
Et à la deuxième ronde, j'ai joué contre Band of Brothers et la partie était plutôt équilibrée. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Mais pour moi, j'avais un petit avantage sur la fin que j'ai réussi, du fait de la position faible du roi adverse, à concrétiser, on va dire. Donc bah, j'ai 1 sur 2. Voilà, alors remarquez bien que le tournoi est assez homogène. La moyenne Elo c'est 2055 et les Elo des joueurs sont ici. C'est plutôt très bien, enfin c'est plutôt très homogène. Hein. On a le plus faible Elo à 1831, le plus fort à 2200. Donc c'est quand même assez homogène, on va dire. Et on est tous assez proches de la moyenne quand même. L'écart type est assez faible. Alors, qu'est-ce qui se passe sur notre partie? Donc Saxton, la première partie, il a perdu autant. Donc ça, il faut qu'il fasse attention. Pour l'instant, il a l'air de mieux maîtriser son temps. Si on regarde un petit peu la position, donc la position de la partie, donc on a vraisemblablement une égalité matérielle pour l'instant. Les noirs doivent régler la position du fou au 7. Et par rapport à ce qu'on voit souvent dans les Scandinaves, apparemment, les blancs ont retardé C4 ou cavalier C3. C'est aussi un plan que j'adopte d'ailleurs, une sorte de formation un peu comme dans la Scandinave portugaise. Alors sur la partie échec pur, évidemment, je ne pourrais pas être, je suis pas très très grand joueur. J'espère qu'un jour, dans l'équipe Chess.me, on aura un joueur qui saura nous aider. Alors maintenant, on a Kilderis qui est arrivé. D'ailleurs, vous pouvez proposer, hein, si ça vous intéresse, en interview ou en binôme, de commenter les événements de Chess.me, pourquoi pas, ce serait rigolo. On a Kilderis qui est arrivé, mais par contre, son adversaire a essayé qui est parti. Donc, il faut qu'il revienne pour que la partie puisse commencer. Il nous manque un joueur. Alors, Joël, lui, est au Canada. Bon, je verrai ça plus tard. Voilà. Et c'est embêtant parce qu'en fait, on n'a pas les coups, quoi, en fait. C'est proportionnel. S'il faut que j'ouvre en plus grand. Bon, pour l'instant, comme il n'y a qu'une seule partie, je peux le faire, mais. Voilà. Donc ici, je le rappelle, hein, on a Saxton qui a perdu la première partie au temps contre Band of Brothers et Citron Sauvage, lui, qui a gagné sa première partie contre Kilteris, qui est un bon joueur aussi. Donc c'était une grande forme peut-être de Citron Sauvage. Euh, qui joue aussi en Lone Wolf, qui joue aussi en Lichess 45-45. Et Kilderis et Isetnuk sont tous les deux en ligne, donc leur partie devrait pouvoir commencer très bientôt, ce qui fait que je vais avoir un problème de fenêtre. Et ici, Saxton, décidément, ne vise pas la case C3 pour repousser la dame, mais au contraire, place son cavalier en D2, on va dire peut-être, et quelque chose de très très sécurisé ici. Par contre, on a eu un grand rock de la part de Citron Sauvage, ce qui peut laisser présager une marée de pions sur le roi blanc. Attention, on va suivre ça, peut-être une partie d'attaque qui se dessine sur cet échiquier. Et l'autre partie a commencé pendant que je papotais. Alors je vais peut-être ici, je suivais les noirs, Citron Sauvage qui était le favori, je vais peut-être suivre Isetnuk qui est, non pour le suivre il faut que je clique sur la petite télé, qui est aussi le favori en tout cas au Elo de cette partie puisqu'il est 2236, c'est d'ailleurs le joueur le plus haut gradé de notre petit groupe. Alors, tout le monde est en ligne, c'est formidable. Seul truc. Alors, par quoi on commence ici? Une partie du pion dame. Un peu plus lente. On va voir si je peux donc ouvrir pour voir les coups. Voilà, bah j'ai les coups de tout le monde, comme ça c'est pas mal. Donc voilà, on a les deux parties en ligne qui se déroulent sur l'écran. Alors ça risque de faire une grosse vidéo parce que du coup on est en Super HD. J'ai pas eu le temps de faire disparaître mon écran, mais c'est pas très grave. Il y a des choses que je vais faire disparaître comme ça. Voilà. Et du coup, peut-être. Ah oui, je pourrais déplacer par exemple la barre des tâches, comme ça on ne la verrait plus. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici?
Une ouverture pas très classique non plus. On va voir où A7 Nuke et Kilderis nous emmènent. Alors une partie quand même assez importante parce que Kilderis, comme je disais, est un bon joueur. Et malheureusement, donc il a pas beaucoup de chance parce qu'il a rencontré, il a perdu surtout au premier tour contre Citron Sauvage. Et il rencontre derrière le plus fort joueur du tournoi. Donc ça peut amener un problème de mental après avec un risque de se prendre de défaite. Par contre, s'il gagne cette partie, ce serait assez intéressant. Alors il y a deux personnes qui peuvent encore faire la course en tête seulement après la deuxième ronde, c'est A7 Nuke s'il l'emporte et Citron Sauvage s'il l'emporte aussi. Alors voyons ce qui se passe de son côté. E6, donc on s'apprête à développer le fou. Et ça y est, on a une attaque. Alors ça, c'est pas mal du tout en fait. Hein. C'est pas mal du tout d'avoir placé le cavalier en D2 parce que il semblerait que du coup les blancs vont pouvoir pousser leur pion avec gain de temps et donc être les premiers sur le grand roc noir à lancer leur attaque. Alors j'ai déjà du mal à comprendre une partie d'échecs, deux en live, je vous laisse en profiter. Pour l'instant, rien de décisif s'est passé, mais on a ici une partie vraisemblablement entre Saxton et Citron Sauvage qui va être très très violente, avec des marées de pions sans doute, avec des rocs opposés. D'ailleurs, Saxton n'est pas obligé de rocker encore. Et de l'autre côté, on s'oriente vers un jeu plus fermé. A7 Nuke a quand même eu la bonne idée de sortir son fou avant de développer son cavalier en D2. Donc lui aussi peut avoir des idées de H5, un fou D3 ou fou C4. Une position plutôt harmonieuse pour les blancs pour l'instant. Est-ce que les noirs doivent réagir au centre avec des coups comme E5? Alors là, c'est pas trop possible. C5 peut-être. Il faut savoir ce qu'on fait du cavalier aussi. Peut-être qu'il pourrait venir ici et on pousse C5 ensuite. A6, C5, je sais pas. À voir. Voilà la grille. Alors je vous avoue que c'est le premier tournoi, donc c'est rigolo parce qu'en plus on sera peut-être, et je l'espère vraiment si vous êtes intéressés, rejoignez-nous. On va faire comme ça. Alors là c'est du 15-15, c'est une bonne petite cadence d'entraînement. On fera peut-être du plus long, on fera peut-être du plus court. On fera des coupes à élimination, on fera peut-être des poules en championnat. Enfin vous voyez on peut, et on ira peut-être même après vers des compétitions par équipe, pourquoi pas quand on sera nombreux. Moi j'ai à cœur de développer ce petit site ChessMe, et en tout cas pour sa partie compétition et partage entre copains. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et à me demander de nous rejoindre. L'important c'est qu'il faut être sur Slack. Voilà, il faut être. Alors c'est même sur Lichess 45 Slack, et je pense que c'est une bonne chose parce que on est quand même une population qui joue sur Lone Wolf et sur Lichess 45 et Slack est l'interface utilisée pour ça. Alors, c'est vrai que Lichess 45 c'est une interface en anglais. Si vous ne parlez pas anglais et que vous voulez participer, c'est pas très grave, parce que dans ce cas-là, vous ne ferez pas les compétitions forcément Lone Wolf et Lichess, mais vous pourrez rejoindre l'équipe, enfin l'équipe, la communauté, on va dire, puisque entre nous, on parle français, on échange en français et les compétitions se déroulent en français. Parce que là, vous voyez, on est 6 copains, bon, tout le monde est francophone, même si tout le monde ne vit pas en France, hein, et c'est déjà international. On a Band of Rovers qui est en Italie, près de Rome, et Saxton qui est à Ottawa, au Canada. Donc, vous voyez, on est internationaux. Voilà. Alors, vous remarquerez que les classements Elo ne correspondent pas tout à fait, tout simplement parce que j'ai pris les classements au départ du tournoi et je les garde pendant tout le tournoi, alors qu'évidemment ces joueurs jouent en permanence et leur classement bouge quotidiennement sur Lichess. Alors je suis heureux aussi pour une autre raison, c'est que ce genre de petite compétition n'aurait jamais existé, n'existait pas avant ChessMe. Et ça peut peut-être devenir quelque chose d'important en France, hein, dans la communauté francophone. On verra si ça prend du succès, si ça vous intéresse. On fera peut-être un site web spécialement pour ça, avec des compétitions, des résultats, plusieurs poules. Enfin, comme je disais avant, ça peut.
ça peut devenir quelque chose qui est parti de rien, puisque c'était même pas dans les projets initiaux, mais qui fait partie intégrale intégrante pardon, du développement de Chess.me. On a forcément des relations entre nous et donc on peut aussi les utiliser tout simplement pour s'entraîner et échanger. Donc c'est un peu différent des autres compétitions aussi, puisque bon, alors moi sur la première ronde ça s'est pas trop vu avec i7 Nuke parce que j'étais pas chez moi quand on a joué la partie, j'avais pas de temps, j'ai pas pu l'enregistrer et on n'a même pas pu vraiment échanger dessus. Mais ensuite avec Band of Brothers, on a fait un Skype derrière, on a analysé ensemble, enfin c'est vraiment sympa. Allez, on retourne un peu aux parties pour regarder ce qui se passe. Alors je pense qu'on va dire que sur la gauche c'est le premier échiquier et le deuxième échiquier est sur la droite. Alors au premier échiquier, eh bien, Kilderis, alors est-ce qu'il regarde la vidéo? C'est pas sûr, je pense pas parce qu'elle n'est pas en live. Ah oui, aujourd'hui là je vous fais ça offline et je la mettrai en ligne ensuite. Demain peut-être que je pourrais faire ce genre de choses en live, ce sera rigolo aussi. Et tiens, c'est intéressant, donc i7 Nuke décide. Je ne sais pas si je dois appeler les gens par leur prénom, mais je pense pas, on a leur pseudo, on va respecter leur anonymat. Il décide d'ouvrir, ça doit être une petite surprise ça. Euh... Du coup, il aura un peu moins de grip sur la case E5, hein, après des coups comme cavalier C6. Là, le cavalier qui ne savait pas trop où aller, je pense qu'il pourra aller sur C6, contrôler E5. Je ne sais pas si Kilderis était en train de réfléchir au sacrifice de pion aussi, en laissant le pion ici, en se développant tout de suite à C6. Pion prend, non, je pense pas, avec l'ouage, ça n'a pas l'air super bien. Je vois pas ce que ça lui apporterait. Donc ici, un échange, un centre qui change un peu, qui devient plus mobile. E5 qui peut être un petit peu embêtant, qui peut gratouiller, mais attention, le roi est toujours au centre, et désormais, ce sont les noirs qui sont emparés un petit peu de la colonne D. Au deuxième échiquier, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a le temps. Moi, je pensais que Saxton aurait du mal avec le chrono, comme lors de sa première partie. Et bien, pas du tout. Pour l'instant, c'est lui qui pose la pression autant à Citron Sauvage sur le deuxième échiquier. Et je trouve qu'il joue de façon très maligne, même si j'ai pas trop regardé encore la position, parce que il a joué, après avoir repoussé la dame, il a joué à 3, donc il est vraiment prêt à avancer. Il n'a pas tout de suite donné l'adresse de son roi, donc on se pose toujours des questions, mais en même temps son roi n'est pas menacé, cette colonne est bien obstruée. Et l'attaque de Citron Sauvage, qui monte quand même, hein, il est en train de prendre plein de points, il a 40 points, 50 points presque de plus que lorsqu'on a commencé le tournoi il y a une semaine, donc grosse forme pour Citron. Eh bien, il se cherche un peu là. Il a consommé déjà pas mal de temps. Alors il y a 15 secondes d'incrément quand même. Et voilà, là il est quasiment obligé de prendre en F3. Parce que si fou H4, on a du G4 qui tombe de suite avec une fourchette. Donc il prend, mais du coup, Saxton a la possibilité d'emmener son fou à l'attaque du roi directement et d'avoir les deux fous qui seraient idéalement positionnés. Ou alors de jouer plus classiquement avec son cavalier, reprendre un cavalier F3 et avoir un bon grip sur la case E5. Donc je trouve que les blancs ont un léger avantage ici, et autant comme dans la position. Surtout que, par exemple, sur un coup comme fou F3, il y a B4 et B5 qui arrivent très vite. Et les noirs n'ont même pas encore commencé à lancer leur attaque, leur fou ne joue pas encore vraiment. Enfin, pas mal du tout ici ce qui se passe sur le deuxième échiquier. Sur le premier, on s'observe. Alors qu'est-ce que j'ai raté comme coup? Après la prise, il y a eu petit roc et les deux dames qui viennent sur la colonne C. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des tours qui vont se partager peut-être un jour la colonne D, avec des échanges peut-être généralisés. Je pense que le cavalier sera bien en C6 maintenant, parce qu'il faut contrôler la case de 5. Le fou, en fait, les noirs ont quand même un bon retard de développement là. Ils ont deux pièces qui sont pas encore développées alors que les blancs ont déjà lié leur tour. Donc attention à ce retard de développement, il faut vraiment essayer d'aller vite là, voire de gagner du temps. Alors je sais pas si des coups comme fou et 6 en mettant une petite pression par là-bas,
Fou G4, il faut vérifier si tactiquement ça tient la route. Cavalier C6 qui paraît logique. Mais il faut peut-être pas s'enflammer à jouer du B5 ou ce genre de choses. Là, voilà, il faut développer les pièces, je pense, pour les noirs, ça c'est plutôt bien. Et Aïsapnik joue assez rapidement. La défense de son fou, donc peut-être qu'il anticipe un coup comme fou G4, ce qui donnerait de la liberté à son cavalier F3. Et puis, évidemment, il vient soutenir son pion de pointe, avec peut-être l'idée de commencer à avancer, centraliser ses tours aussi, hein, tout simplement, position hyper logique de son côté. Mais ça bouge beaucoup, beaucoup sur l'échiquier numéro 2. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Donc H3, fou F3, cavalier prend F3. H6, donc évidemment, on va vouloir commencer à lancer la marée de pion, mais le roi a toujours pas donné son adresse. Et fou D3 qui gagne du temps sur cette dame qui n'est pas forcément très très bien placée. A noter que dans l'histoire, les noirs ont déjà lâché la paire de fous, la position est plutôt ouverte, le centre est mobile, hein, les blancs pourraient avoir l'opportunité d'ouvrir n'importe quand. Il faut juste qu'ils se méfient du vis-à-vis dame tour, et peut-être il serait bien avisé de jouer un moment un dame A4. Alors peut-être qu'il n'a pas joué aujourd'hui parce qu'il était embêté par dame A5 échec. Mais il peut jouer peut-être B4 et dame A4. Attention, il y a quand même une attaque qui s'est défendue pour l'instant. Et là, les noirs vont un petit peu rattraper leur retard en attaque, mais je ne sais pas si c'est aussi juteux, quoi. B4, G5, B5, il faut jouer, quoi. Hein. Le pion est en G5, il faut jouer le cavalier. Ou alors il faut pousser, mais bon, ça paraît dangereux. Pion prend, échec. Voilà, il faut roi B8. Ça fait un petit peu peur quand même, hein, parce qu'après il y aurait du D4 avec du dame A5 justement pour attaquer le pion A7. Donc on a l'impression ici que les blancs ont un léger avantage et s'ils paniquent pas, attention au temps parce que là par contre Saxton est en train de passer un peu plus de temps. Citron sauvage joue un peu plus vite. C'est sûr qu'on peut être tenté, alors attention surtout pas G4 hein, parce que là il y a cavalier prend G4 et si pion prend la tour est en l'air. Mais on peut jouer B4. Il n'y a pas d'urgence à roquer, on dirait, côté blanc. Enfin, me semble-t-il. Et alors ici, que se passe-t-il? Ici, il commence à y avoir une vraie différence de temps entre nos deux joueurs. Kilderis et a joué 4 minutes de moins que Kai Setnat. Et pour l'instant, la position ne semble pas encore très claire. On est toujours sur le coup de tour FE1 et a priori la grande question c'est est-ce que je développe mon fou en G4, en E6, en D7 ou est-ce que je pars sur un B6 fou B7 qui peut être sympa aussi, hein, je sais pas, les deux fous en fianchetto, ou alors un B5 mais là c'est tout de suite pas vraiment possible. L'idée de B5 ce serait de jouer B4 ensuite, mais on a vraiment du retard de développement, il faudrait quand même sortir le fou d'abord, mettre la tour pour défendre la dame, parce que sinon il y a un vis-à-vis embêtant ici quand on joue B4, enfin bref. Grosse réflexion de Kildare sur ce coup qui, attention, peut être en train de jouer... Alors il choisit le 6, peut être en train de se retrouver en situation délicate. Je vous rappelle, il y a 15 secondes d'incrément par coup, donc normalement on ne tombe pas à la pendule, même si Saxton et moi-même à la première ronde sommes tombés à la pendule. Normalement on doit pouvoir gérer son temps. Toutefois c'est même dur, hein, 15 secondes, puisque quand j'ai joué ma partie de la deuxième ronde contre Band of Brothers, dans le final, il avait justement plus que ces 15 secondes d'incrément pour jouer et il y avait des arnaques, fou cavalier, les rois un petit dame cavalier, les rois un petit peu exposés. C'est très très difficile de calculer en 15 secondes et ça précipite l'issue de la partie en général. Donc il faut quand même faire très attention à la gestion du temps et là Kilderis commence à être un petit peu en zone rouge. Sur le deuxième échiquier, que s'est-il passé? Le choix du petit roc. Donc finalement, pas de mesure drastique tout de suite avec B4. Donc du coup, je pense qu'on va avoir G5, B4. Ce serait embêtant parce que là, on a G4 du coup. Et sur G4, il y a une première question de poser. C'est exactement ce qui se passe. Je ne sais même pas si B4 est une bonne idée maintenant. On peut aussi essayer d'échanger les dames hein, pour calmer le jeu. On a la paire de fous. Peut-être une finale gagnante. Enfin, une finale favorable, on va dire. Mais cavalier 5. Non, dame, ouais.
cavalier prend E5, pion prend. Si ça va, le fou n'est pas menacé, on a le temps de jouer tour D1, ou alors dame prend D1, tour prend D1, dame prend H5, cavalier H5, tour D1, où on bouge le fou, il n'est pas menacé. Faire attention à ce fou qui pourrait se retrouver un petit peu en l'air. Ça bouge beaucoup sur le premier échiquier, mais je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter une seconde pour faire peut-être la minute pub. Il n'y a pas de pub sur ce site, ça s'appelle Lichess. Lichess, c'est Thibaut Duplessis, je crois. Enfin, le nom, je ne suis pas certain. Il est formidable ce site parce que vous voyez, je suis connecté avec 2 fenêtres sous le même pseudo. Et pour autant, mes 2 fenêtres peuvent faire 2 choses différentes. Et ça, c'est assez sympa. Donc je peux observer sur une fenêtre une partie et sur une autre fenêtre une autre partie, même si je suis connecté avec le même compte. Parmi, évidemment, toutes les options qu'offre Lichess gratuitement, ça c'est pas grand chose, mais plus on utilise Lichess et plus on y trouve des côtés vraiment sympathiques et supérieurs à tous les autres sites. Donc franchement, moi j'en fais la promotion, enfin à la fois de Lichess et des compétitions associées comme le Lone Wolf et le Lichess 45-45, parce que on va dire à l'instar de l'interface de Lichess, ces environnements, ces compétitions sont vraiment sympathiques et vraiment agréables à vivre. Donc voilà, c'était la minute pub sur Lichess. Super site qu'il faut soutenir si vous le pouvez. Et super compétition. D'ailleurs, on y revient. D'ailleurs, il nous permet même du coup de proposer notre propre compétition. Au passage, si certains me demandent d'où je sors cette cross table, bon, ben, on a un logiciel sur la Fédération française qui permet de le faire. Et sinon, en l'occurrence, c'est juste la grille américaine de base de données sur Skid, puisque vous savez que j'utilise beaucoup Skid VSPC. Donc c'est tout simplement la représentation Skid du tournoi, voilà, de la grille du tournoi. Allez, on retourne au sport, si j'ose dire. Et en matière de sport, on en a vraiment, puisque les positions commencent à s'exciter un petit peu. Et on a Kilderis qui commence à être très très mal au temps déjà. Zainot, à 17 minutes, qui a gagné la première ronde contre moi au temps, mais pas seulement, hein, sur l'échiquier aussi, doit être en train de se faire les angles. Là, ça se présente très très bien pour lui, pour se retrouver, pour conforter sa première place et peut-être se retrouver seul en tête, si Citron Sauvage n'arrive pas à gagner sa partie. Alors Citron Sauvage, là ici, le temps est plutôt équilibré. Et la position commence à se compliquer. Alors on va revenir un petit peu ici sur ce qui s'est passé. Sur fou E6, il y a eu pour les blancs la libération de la case G5 qui a été non contestée par les noirs, qui auraient pu jouer H6. Et donc la prise du cavalier avec des pions doublés, ça c'est peut-être une erreur quand même de Kilderis, on a l'impression qu'il a fait une faiblesse à long terme en tout cas. Alors ce sont des pions centraux, mais enfin ils sont quand même isolés, doublés, ce qui n'est pas génial. Je pense qu'en finale ils risquent de souffrir. Et en plus les blancs ont la paire de fous. Donc à suivre, mais mal au temps et pas génial sur l'échiquier, même s'il a l'air de construire un petit réseau d'attaque. On ne voit pas tout de suite comment il va réussir à aller au bout. Sur le deuxième échiquier, donc on avait vu ici que B4 pouvait être compliqué à jouer, donc il fallait trouver autre chose. Saxton a joué fou E2, G4. Ok, donc l'attaque là maintenant pour les noirs, elle se déroule un petit peu toute seule. Cavalier H2, donc là le pion est cloué. Et tour HG8, du coup c'est un sacrifice de pion. Est-ce qu'il est volontaire ou pas? L'intérêt c'est effectivement maintenant d'avoir une énorme pression et j'imagine qu'il va tenter quelque chose comme H5, cavalier H7 ou cavalier E4, cavalier E4 plutôt, et puis F6, enfin non, même cavalier E4. L'idée c'est tout simplement que si ce pion saute, il y a mat derrière. Donc le seul rempart au mat aujourd'hui c'est le pion G4 et avec H5 on va peut-être pouvoir le contester. Donc ici on pense que Dame G7 ce serait le plus logique, hein, puisque l'autre coup peut-être possible ça aurait été cavalier E4, mais là il y avait F3 et le cavalier était probablement perdu. Donc attention à la pression sur la colonne G sur le deuxième échiquier et à la pression du temps qui va se faire sentir.
Saxton rendant aussi quelques années au jeune Citron sauvage, puisque Citron a 18 ans et Saxton est un jeune retraité, donc il y a quand même quelques années entre les deux, le temps s'accélérant, ça peut aussi jouer à l'avantage de Citron sauvage. Je reviens sur la... Ici ça n'a pas bougé. Ici ça n'a pas bougé, j'enlève les flèches là pour vous faire réfléchir. Les blancs doivent choisir une continuation, alors... il pourrait même avoir une attaque sur le roi noir. Parce que pour l'instant, il y a ce fou qui est attaqué. On peut jouer fou G3, mais on peut aussi jouer fou prend H5. Alors, fou G3, c'est un petit peu embêtant parce qu'après cavalier prend G3, H prend G3 et dame se sauve, on va dire, on se retrouve avec une finale, enfin avec des fous de couleurs opposées qui vont être favorables à l'attaquant. Personne n'a réellement une attaque sur le roi. On a même l'impression que peut-être c'est les noirs qui pourraient, avec un fou E5, une tour F8 et puis l'action combinée de la dame, lancer une attaque sur le roc blanc, même si tout ça c'est très lointain. Mais les fous de couleurs opposées pourraient plutôt rendre service aux noirs. Et puis aussi, ça leur permettrait peut-être d'égaliser en finale, alors qu'ils sont pour l'instant mal partis sur la finale. Donc c'est pour ça que peut-être que A7 Nuke n'a pas joué fou G3 et qu'il a plutôt choisi G3, repoussant de la dame d'une autre façon et proposant pourquoi pas de détruire complètement la structure de pion noir, et là ce serait calamiteux, même au prix de la paire de fous. Il y a d'autres coups, comme fou C4 aussi, qui peuvent être intéressants, parce qu'on a une faiblesse en E6, bien sûr, dame B3 aussi, bon, à suivre, mais j'ai l'impression vraiment que les blancs ici prennent le dessus, et là cette diagonale commence vraiment à être juteuse. Alors est-ce qu'on prend ici? C'est la question, pour détruire les pions, regardez ce que fait un fort joueur, ou est-ce qu'on appuie sur le point faible et ces gros copains cachés derrière. Voilà. Par là-bas ça joue vite, alors je voudrais voir ce qui s'est passé. On était ici, voilà, F3, donc on renforce le point. Cette fois, vous voyez, on sent bien que Saxton a senti la faiblesse de G4, enfin ou plutôt le côté critique de G4. F3, ça permet aussi peut-être un jour de jouer une dame ou une tour pour défendre G2. Donc on passe en mode défense absolue chez les blancs. Alors ici, une prise de pion, du coup, il était plus défendu ce pion. J'ai l'impression qu'il était plus défendu depuis un moment d'ailleurs. Ah oui, là, ici. Effectivement, et est-ce qu'on n'a pas une découverte après fou prend, tour prend, et non, je ne vois pas de découverte. Donc dame D2 a été jouée. Je me demande si donc dame D2 défend G2 et malheureusement offre la qualité. Là, j'ai peur que le temps, l'accélération du temps ait été fatale à Saxton. Mais on peut dire aussi que Kilderis, depuis qu'il a pu placer son G4, qui était un bon coup parce que c'est un sacrifice de pion quand même, a vraiment passé une vitesse supérieure. Et là, j'ai l'impression qu'il va récolter les fruits de son labeur en gagnant une qualité. Et pour autant, son attaque ne s'arrête pas. Alors, c'est une qualité contre un pion, mais bon. Sur le premier échiquier, Kilderis est vraiment en délicatesse au niveau chrono, déjà. Et donc, notre ami A7 n'a pas choisi de prendre... D'ailleurs, je ne sais pas si je peux jouer des coups moi-même. Non, je ne peux pas. En analyse, vous voyez. N'a pas choisi de prendre le cavalier H5 pour casser la structure de pion, mais au lieu de cela, il a choisi de repositionner son cavalier, peut-être sur la belle case G5. Et cette fois, Kilderis ne se fera pas avoir une deuxième fois, il a laissé passer un premier cavalier en G5, ce qui lui a valu cette horreur positionnelle. Cette fois, il a décidé que ça ne passerait pas. Et c'est amusant, parce qu'A7 a une position plutôt retranchée, ses pièces sont en arrière, mais il attaque, et il attaque en plus avec le pion G. C'est quand même très surprenant. Il laisse un trou ici en F4. Cavalier F6 était aussi à regarder parce qu'il y avait une pression sur E4 qui pouvait être intéressante. Et là, évidemment, on serait peut-être nombreux à vouloir jouer immédiatement E5 pour asseoir la superposition du cavalier et dédoubler les pions en cas de prise. Alors, il y a peut-être une raison, oui bien sûr, on serait nombreux à le regretter parce qu'il y avait fou C4, mais encore, on pouvait pousser E6 pardon, derrière. Et ça pouvait tenir, puisque sur dame B3,
Il y avait ici la défense, on pouvait peut-être jouer tour E7 suivi de tour D8. Enfin, je fais des flèches partout. C'est compliqué, c'est sûr qu'à 4 minutes, il va falloir s'accrocher. Dame C3 ici, évidemment, il fallait sauver la dame. Et peut-être une idée de clouage avec fou D4 derrière. Enfin, de toute façon, sur cavalier prend, il va falloir jouer tour prend. Il faut le jouer là, hein. Je pense qu'il faut prendre la qualité, voilà. Et là, par contre, on n'est pas obligé de prendre tout de suite parce qu'on peut le faire plus tard. On peut jouer tout de suite fou D4 ou prendre, ça va aussi. Alors, Citron Sauvage doit avoir des copains partout dans le monde qui sont pas connectés pour l'instant parce qu'ils parlent en anglais, mais en fait, c'est que moi qui regarde sa partie. Par contre, i7 Nuke, Kildary, ça attire beaucoup plus de spectateurs, hein. Les gens sont sensibles à la compétition Chess Me, à ce tout round Chess Me, niveau 2055, puisqu'il y a 28-27 spectateurs sur la partie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas autant ici, mais ça devrait venir. Alors qu'on s'apprête sur le deuxième échiquier à avoir tout le monde quand même en Zainot. Ça va être intéressant aussi. Pour l'instant, on a une qualité de plus côté noir, côté citron sauvage. Mais il faudra encore la gagner. Les fous sont quand même super bien placés. A priori, on a un peu de solidité au niveau du roc. Bon, on a un cavalier en jeu. Hein. Puis alors pour le remettre en jeu, ça pourrait prendre du temps. Il serait bien ici d'ailleurs, hein, parce qu'il contrôlerait un peu H5. Il y a quand même un break ici avec H5 qui peut faire peur. Alors je ne sais pas ce que calcule Citron Sauvage. Il y a aussi ici évidemment le pion qui est en l'air. Donc est-ce qu'on perd un temps en quelque sorte à jouer roi B8 et puis derrière il y aura encore du dame A5. Il faudrait peut-être jouer B6 pardon. B6 et peut-être qu'on aurait... non là ce serait difficile quand même de jouer C5 tout de suite, quoique avec du fou tout est possible. Ok, donc on défend. Là, on a envie de jouer dame à 5, mais on ne sait pas trop où ça mène quand même. Sur le premier échiquier, la situation a bien évolué. Après G6, donc G4 qui attaquait le cavalier, cavalier F4, fou G3, donc on recycle ce fou qui vraisemblablement ne servait plus à grand chose ici, et puis en plus il était sous la menace de G5 et justement G5. Là où moi j'aurais peut-être quand même joué E5, mais... Bon, ce cavalier est vraiment embêtant là. Je ne sais pas si le coup G4 était pas. Alors après, j'ai pas bien regardé bien sûr, mais peut-être que sans G4, voilà. Qu'est-ce qui se passe sur G5? On n'a pas trop le choix non plus en fait. On peut essayer éventuellement de préparer un sacrifice, mais c'est très spéculatif quoi. Donc en fait, G4 pour ressortir le fou. Donc ce fou est peut-être. Ok. À voir. Donc là, pour jouer simplement, donc on a eu fou D1. Il y avait fou F1 aussi, parce qu'il faut tenir H3. Là, il y a pas, on peut tenter une nulle, non? Échec, roi monte, échec. Bon, alors évidemment, le roi va pas monter tout le temps. Peut-être qu'à un moment, il va venir en H1 ou en F1. Et puis, si le fou était venu en C4, peut-être craignait-il des coups comme cavalier E5 ou cavalier A5. Ouais, le fou était un peu obligé. Non, il y avait encore ici. Bon, toujours est-il qu'il est venu en D1. On a vraiment l'impression que i7 Nuke ne se précipite pas. Les Noirs ont gagné quelque chose dans cette histoire, hein, c'est ce super cavalier. Mais leur finale n'est a priori pas génial. Maintenant, on a quand même un fou qui est bien enfermé ici. Et un cavalier qui n'a pas trop d'avenir. Enfin, partie compliquée sur le premier échiquier. Moi, j'ai du mal à la suivre. Alors, sur le deuxième, roi B8, C5. Peut-être une anticipation de ce que je disais. Pour jouer dame à 5, pardon, et dans la foulée C6. C'est peut-être pas mal vu ça. Pas mal, intéressant. Ici on est en grosse crise de temps. Citron Sauvage a un petit avantage à la pendule, un
petit avantage matériel aussi sur l'échiquier, donc peut-être qu'il va pouvoir conforter pour l'instant sa première position, ex aequo. Pour Ice c'est un peu moins clair, il avait un bel avantage dans le milieu, enfin au sortir de l'ouverture, et puis depuis l'arrivée de ce cavalier en F4, en fait la situation est un peu plus compliquée pour lui. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Roi H8, tour E3, tour D8. Finalement, il décide d'enlever le cavalier qui l'handicape trop, et donc il va y avoir son pion prend ou dame prend. Moi, on aurait plutôt tendance à jouer dame prend ici pour pas trop détruire. Et maintenant, il faut regarder ce qu'on peut faire. Donc évidemment, là, il y a de la prophylaxie, parce qu'on va avoir du cavalier E5 qui est possible, et si le cavalier prend, fou prend, avec des menaces d'entrée de dame ici qui sont assez dangereux. Colonne F ouverte aussi, on peut avoir envie. En fait, Kilderis a pas mal d'options, la dynamique, hein, et on voit difficilement l'équivalent en jeu blanc. Donc après, il peut avoir lui du fou E2, du tour D1, du tour D3, mais voilà. C'est bien joué de la part de Kilderis, je pense. Donc il y a une menace directe, c'est de prendre le cavalier, tour prend, la dame est perdue. Faire attention, peut-être pas s'exciter non plus, non, la dame n'est pas perdue, elle peut reculer, mais la colonne est perdue. Donc il ne faut pas non plus que les noirs prennent. En fait, ils essayent d'inciter les blancs à prendre, mais il n'y a pas d'urgence pour eux. Par contre, après un coup comme tour prend, ouais, non, toujours pas. Par contre, sur cavalier prend échec, tour prend, il y a encore tour échec ici, dame prend qui défend toujours la tour F3. Donc ça peut avoir du sens de jouer d'abord tour F8, je sais pas, hein, je regarde comme ça, pour menacer, cavalier prend, tour échec, dame prend et dame prend. Mais bon, je suis pas sûr. En tout cas, fou E2, c'est un peu le plan dont je parlais tout à l'heure, avec peut-être de la tour D1 qui va venir. À suivre. Ça a l'air un petit peu serré du côté du roc blanc, pardon. Et du coup, même si toutes les pièces sont en défense, elles sont un petit peu gênées. On se demande s'il ne faut pas ouvrir un tour F8, un H5. H5, ce serait peut-être pas mal d'ailleurs. Parce qu'ici, on aurait une faiblesse aussi. Hein. Et si pion prend H, par contre, il faudrait trouver comment... Ah bah, il y aurait cavalier échec, tour prend et dame H4 par exemple. C'est compliqué. Avec 2 minutes, je plains Kilderis qui doit sentir qu'il a du jeu, mais comment le concrétiser? Et Ice Nuke qui pour l'instant maîtrise le temps et même si sa position est resserrée, a trouvé des bonnes défenses. Parce qu'il fallait trouver quand même un tour fou ici pour tenir F3, c'était bien joué de sa part. Alors, sur le deuxième échiquier, la situation a évolué, on a eu juste dame F8 qui a été joué, et donc C6, dame F8, il a mis beaucoup de temps à jouer dame F8, je ne sais pas trop de quoi il a eu peur, c'est l'attaque de ces deux fous, et par contre Saxton, qui lui est en crise de temps aussi, on va regarder quand même ce deuxième échiquier parce que on est dans une phase décisive là, avec les deux joueurs en dessous de la minute et même en dessous des 30 secondes. Ici, si pion prend, on peut avoir dame à 5 et on a même fou C5 peut-être qui défend. Non, pas fou C5 mais C5. Oula! Un coup de défense qui fait peur. Alors, on doit avoir du dame B3, attention au temps. Peut-être du fou prend échec, mais ça je le sens moins. Il faut absolument qu'il joue là. Aïe 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 aïe. Ah, c'est fini. C'est fini. Donc Citron Sauvage va passer en tête. Citron Sauvage va passer en tête puisqu'il vient de gagner, mais la position finale est... Bon, il avait l'avantage matériel quand même. Et je sais pas... Ici, l'ordinateur proposait bien dame à 5. Bon, on va aller regarder ce qui se passe sur le premier échiquier. Et donc, on va laisser notre deuxième échiquier un petit peu plus loin. Voilà, on va pouvoir avoir une plus belle fenêtre ici.
Ok. Donc Citron Sauvage vient de gagner. Mais belle défense de Saxton, 47, c'était très serré. On verra plus tard pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, tout s'accélère. Du coup, j'en ai raté un morceau. Oui, donc il y a bien eu H5. Bon coup. Puis on prend... Oh là là, tentative d'ouvrir tout. Et le cavalier qui trouve une super case. Et oui, là, c'est tendu. Parce que si cavalier... évidemment, si cavalier prend, il y a dame échec, roi F1 et dame F2 mat. Oh là là, très très dangereux tour G8, roi F1. Kildéry, c'est impressionnant. Il va peut-être offrir à son copain Citron Sauvage la première place là, en neutralisant i7 nuque. On a bien l'impression que c'est très très tendu pour les blancs là. Il y a encore un roi ici. Ouh là là, ça paraît dangereux. Parce que là maintenant, il y a tour G1, échec qui menace. Kildéry, ça va vraiment très très vite. Fou, F4 menacerait mat. Ouais. C'est très compliqué là. Comment on peut s'en sortir? Fou F3. Fou F3, tour échec, roi. Mais bon, j'ai vraiment l'impression. Non, oui, ça, remarquez, ça tient quand même. Hein. Fou F3 tient parce que. Et en plus, on va pas pouvoir doubler sur la première rangée. Bon, il semblerait qu'il faut quand même aller avec tour échec. Roi E2. Ouais, c'est pas fait. On a des fous de couleurs opposées, des rois qui sont faibles de part et d'autre, hein, quand même. Et au niveau des pions, j'ai pas trop compté avec tout ça. Du coup, les blancs ont un pion de plus. Mais je pense que là, bon, si on échange les pièces lourdes, ce sera partie nulle. Et si, mais là, il y a quand même un roi qui est très très faible et l'autre aussi. Allez, 2 minutes. Peut-être que fou F4 était prématuré en fait. Peut-être qu'il fallait pas laisser fou F3. Il fallait peut-être jouer tour échec. Si roi E2, on avait fou F4. Enfin, roi D2, pardon. Roi D3 à suivre. Ah, non, il n'y avait pas de mat non plus. Puis il y avait même aussi fou F1 qui pouvait défendre. Très tendu cette partie. Alors tour échec quand même, donc là roi monte, pardon ici en E2, obligé. Et comment on progresse maintenant? Peut-être fou ici, tour prend, dame échec, roi D1, dame prend, roi D3 plutôt, roi D3, et si roi D3, il peut peut-être y avoir dame F3, roi C4, et on voit pas grand chose, donc il vaudrait mieux faire dame prend. Et on s'oriente vers des échanges quand même, peut-être une partie nulle. Partie nulle qui offrirait quand même pour l'instant la première place provisoire à Citron Sauvage hein, qui vient de l'emporter, je le rappelle. Alors j'ai besoin de petits programmes en plus, moi, pour enregistrer mes différents résultats. Pendant qu'on regarde cette fin de partie super intéressante entre Kilderis qui essaye de sauver son mauvais. Enfin, son mauvais. Il a joué qu'une ronde, il l'a perdu, disons, son début de tournoi. Et i7 Nuke qui se battait pour résister en tête et se retrouver avec 2 points. Ok. Alors, je félicite nos 2 joueurs qui ont joué quand même une super partie. Avec leur vrai prénom sur le chat.
Alors, ouais, en fait, je pourrais regarder les choses plus tard, parce que là, quand même, il se passe des choses. On est à Kilderis sous la pression du temps, donc du coup, j'ai un peu zappé. Il y a eu tour D8 échec, d'accord, le roi se déplace, H6 échec, ouf, le roi s'éloigne du pion, c'est peut-être dangereux, mais en même temps, il avait peut-être peur de la découverte ici. Donc, A7 nuque réagit contre la menace de mat par la contre-attaque en disant voilà, fou de couleur opposée, il faut attaquer le roi. Mais est-ce que les noirs ont trouvé ici une case, un refuge anti-échec, et maintenant, enfin menace de mat, menace d'échec avec gain de pion, et gain de fou aussi. Hein. Donc il faut dégager le fou vite fait, c'est pas facile là. Ou peut-être jouer un dame d3, dame échec, non ce serait mat. C'est très compliqué là. Donc c'est le... D'accord. Ouais, il faut peut-être prendre avec le fou ici, parce qu'avec la dame... je pense que si dame prend, c'est, on ira vers une partie nulle quoi qu'il arrive. Quoique attention quand même, il y a H7 en fin de cycle. Hein. Dame prend, fou prend, H7. Et comment on fait pour protéger H8 on ne peut pas vraiment. Donc fou prend plutôt. Intéressante cette partie. Fou prend parce que... oui, mais fou prend, ce sera difficile aussi d'arrêter le pion. Alors là, qu'est-ce qui se passe sur pion prend? On veut prendre ce pion-là, c'est ça? Pion prend, dame prend échec, roi prend, tour prend F3, H7. J'ai l'impression que les blancs gagnent, puisque sur tour H6, il y a H8 dame, ou sur roi G7, il y a H8 dame. Donc pour moi, là, c'est... je peux me tromper, mais il me semble que c'est gagnant pour les blancs. Qui commence par pion prend. Alors il y aurait aussi dame prend. Mais dans ce cas-là, on a perdu la pièce. Hein. Enfin, on a perdu la pièce, mais le fou est quand même cloué. Et attaqué 2 fois. Donc pion prend, dame prend. Est-ce que les blancs peuvent jouer H7? Ça me paraît dangereux aussi, hein. Dame échec, roi C4. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une promotion derrière. Pion prend se regarde. Pion prend, dame prend, je pense que c'est gagnant pour les blancs. Pion prend, dame prend G3. Là, c'est moins clair, mais H7. Dame F3, roi C4. Et il choisit encore une autre variante, Dame 2. Je pense que les variantes avec H7 étaient vachement très très bien. Sur pion prend bien sûr. Alors pourquoi Dame 2? Là maintenant les noirs doivent penser à leur fou. Peut-être le sortir de l'histoire. Et il y a une menace fou H5 échec. C'est curieux que le roi blanc ait trouvé une pseudo-sécurité au milieu de l'échiquier en fait. Alors, tour prend. Le fou est cloué. Non, le fou n'est pas cloué, pardon. Fou échec. Ok. Là, je me demande... Kilderis trouve des suites assez sûres en fait, mais c'est quand même tendu. Hein. Non, pas Kilderis, pardon, A7 nuque. Alors, couverture, ça fait presque 50 minutes qu'on est en live. D'ailleurs, presque, je sais exactement, 54 minutes et 21 secondes. Et vraiment, on voit le plan d'attaquer avec les fous de couleur opposée, le roi, coûte que coûte. Pourtant, ce fou revient de loin. Donc échec, ici, de toute façon, tout ça, c'est interdit. Hein. Donc il reste que 2 cases.
faut choisir peut-être la bonne, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là. Si roi G5, on a dame G4, échec et mat. Donc il nous reste roi F5 et on a dame. On avait dame. Non, il n'y avait pas d'échec et mat. Il prend le pion, tour échec. Ouf. Et abandon. Abandon parce que sur pion prend, il y avait dame mat. Donc voilà, on a nos deux résultats. Je vous demande une petite seconde pour mettre à jour la grille à l'issue de la ronde 2. Voilà, donc c'était ces deux parties qui terminaient en quelque sorte la deuxième ronde de ce championnat de Chess Me 15-15. Donc toute ronde, ça c'est sympa de jouer à toute ronde. Donc on a i7 Nuke et Citron Sauvage, les deux vainqueurs du soir d'ailleurs, qui se retrouvent les deux seuls leaders avec 2 points et déjà 1 point d'avance. 1 point d'avance. Il n'y a pas une seule nulle pour l'instant, c'est acharné. 1 point d'avance sur God666 et Band of Brothers. Et enfin, avec 0, mais c'est vraiment pas mérité, on vient de le voir, les deux joueurs ont bien joué. Je pense que Kilderis avec... oui, moi, bien sûr. C'est bon, ça marche. Alors, Kilderis, alors attendez, du coup j'ai perdu ma fenêtre, voilà. Kilderis Saxon ne méritent pas leur 0 sur 2, mais la compétition est très très rude, très très difficile. Et on a hâte de voir la troisième ronde. Alors en troisième ronde, on aura, je vous dis ça tout de suite, Citron Sauvage contre God666, donc une partie sans doute très tendue à la lumière de ce qu'on vient de voir. On aura Band of Brothers qui aura les noirs contre i7 Nuke, donc i7 Nuke jouera contre Band of Brothers, donc on aura les premiers contre les deuxièmes, et les 5e et 6e qui joueront pour enfin marquer 1 point. Donc une ronde qui sera encore une fois très importante, où tout le monde aura à cœur les premiers de se défendre contre les deuxièmes, et les deux derniers qui auront à cœur de remonter dans le classement. Donc ça promet, j'espère pouvoir en couvrir quelques autres, ça dépend, il faut que je sois présent, que les gens jouent à ce moment-là, parce qu'on joue librement. Là il s'est trouvé que ce soir, tout le monde joue en même temps, sauf moi, donc ça c'était sympa parce que je pouvais couvrir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, continuez à jouer comme ça, c'est génial, et à bientôt. Ciao!